Bonjour à tous. D'un point de vue économique, toutes les études démontrent bien que les échanges sont plus importants entre pays et peuples partageant une même langue, et cela pour la simple raison qu'il est tout à fait normal pour une population donnée de s'orienter en premier vers celles qui lui sont culturellement les plus proches. Le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone note par exemple que les touristes québécois sont proportionnellement 4 fois plus nombreux que les touristes américains à venir chaque année en France et à y dépenser leur argent. Les mêmes observations pourraient être faites chez les Allemands, qui vont préférentiellement en Autriche ou en Suisse alémanique pour y passer leurs vacances. On pourrait ainsi multiplier les exemples. En 2021, la francophonie institutionnelle a fêté ses 50 ans d'existence à Djerba, en Tunisie. Qui s'en souvient? Qui s'en soucie? Du bilan très maigre de ce demi-siècle de sommets, de déclarations et de manifestes se dégage une conclusion. Cette francophonie-là, celle des fonctionnaires, des diplomates et celle de l'argent public, a marginalisé et absorbé sa sœur aînée, la francophonie libre et spontanée, née des rencontres privées ou professionnelles entre locuteurs, défenseurs ou simples utilisateurs de la langue française. D'où peuvent naturellement éclore associations, complicités et communautés d'intérêt. Comme tout monopole, la francophonie institutionnelle aura contribué à assécher, à stériliser son domaine, car elle pâtit, depuis ses origines, d'un vice rédhibitoire, à savoir son intellectualisme ou sa volonté d'intellectualisme. Plus encore que politique, sa démarche est administrative, et ses priorités, devenues exclusives, sont d'ordre culturel, obéissant à cette utopie qui veut que seuls les échanges intellectuels peuvent, sans heurter personne, amener progressivement peuple et nation à unir leur destin dans une même fraternité. Alors que d'autres regroupements mettent l'accent sur des intérêts matériels communs, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, on se contente de langue en partage. Cette dernière formule, qu'on pourrait attribuer à un curé en mal de consensus œcuménique, est certes bien belle, mais touchante de naïveté et porteuse d'immobilisme. Là où certains promettent qu'en travaillant ensemble, chacun deviendra plus riche, l'OIF évoque le partage, forcément frugal et équitable, d'un bien aussi immatériel qu'une devise gravée au fronton d'une préfecture. Prospérer, s'enrichir, c'est concret, alors qu'adhérer à un projet intellectuel, non seulement cela ne rapporte rien de sonnant ni de trébuchant, mais c'est déjà choisir un camp, une idéologie. C'est comme cela qu'il faut interpréter l'adhésion récente du Gabon au Commonwealth, qui ne signifie en rien que la langue officielle du Gabon va devenir l'anglais. Il y a aussi d'autres raisons d'ordre politique, en particulier les pressions qu'exerce la France en matière de démocratie, qui cherche à s'immiscer dans les affaires intérieures gabonaises et qui irrite les autorités gabonaises. C'est ainsi que, malgré d'infinies précautions oratoires, la francophonie s'est fait des ennemis, et ce, depuis le début. Le plus visible et le plus irréductible est l'Algérie, mais le plus redoutable et le plus vivace est certainement l'ennemi intérieur, cette coalition de crétins issus d'administrations qui sont contentes de s'en débarrasser, cette collection de professeurs d'université médiocres mentalement infériorisés par l'autoflagellation constante qui sévit dans les sociétés occidentales, ces sorbonnards, comme certains les nomment, par dérision, et pour qui toute affirmation du fait français, même la plus timide, n'est qu'une intolérable manifestation impérialiste de domination et de néocolonialisme. Avec 25 ans de retard, ces sorbonnards craignent encore d'être des suppôts de la France-Afrique, alors que nous sommes résolument à l'époque de la Chine-Afrique.
Je ne parlerai pas de ces gens en ces termes si je n'avais pas eu à subir cette engeance en tant que directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï il y a une vingtaine d'années. Cet institut avait été créé dans le sillage de l'action d'un visionnaire génial en la personne de Michel Guilloux, l'un des présidents de l'AUF ou Agence universitaire de la francophonie. Je fais ici une parenthèse pour dire que, comme tous ceux qui font du zèle et qui démontrent de l'initiative, Michel Guilloux fut mis sur la touche prématurément 2 ans après avoir été nommé recteur de l'AUF, mais son action antérieure s'étala heureusement sur presque une dizaine d'années, puisqu'il fut nommé, en 1991, directeur général de l'OPELF, c'est-à-dire de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Pour en revenir à l'IFI, ou Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï, qui n'existe plus aujourd'hui, il aurait pu être pérennisé grâce à un projet que j'avais envisagé avec Dassault Systèmes qui, comme chacun sait, est le numéro 1 mondial des systèmes de conception assistés par ordinateur. Les quelques universitaires français et belges qui faisaient partie du conseil d'administration s'opposèrent violemment à mon projet, bien que son financement aurait été pris en charge intégralement par Dassault et le ministère des Affaires étrangères français. Le prétexte trouvé était que ce projet aurait profité à Dassault Systèmes, une unité franco-française, et qu'elle aurait changé l'orientation de l'Institut qui avait pour mission d'origine de former les étudiants en génie logiciel, c'est-à-dire en informatique générale. Le projet fut donc promptement enterré pour des raisons essentiellement idéologiques. On comprend ainsi facilement que pendant longtemps, la francophonie institutionnelle a constitué un repoussoir pour les sociétés industrielles et les compagnies qui avaient vu en elle un tremplin ou un facilitateur pour faire des affaires dans les pays francophones. De plus, on sait à quel point la francophonie est devenue le cadet des soucis des autorités françaises, qui sont pourtant les plus grosses contributrices à son budget, et combien la part de l'Afrique dans le commerce extérieur français s'est réduite jusqu'à devenir tout à fait marginale. Jadis, l'université française avait ainsi produit un Léopold Sédar Senghor, un Ho Chi Minh, puis malheureusement aussi un Pol Pot. Leurs successeurs ne sont plus que des écrivassiers de troisième zone, dont les arguments ridicules ne trouvent d'écho que parce que justement c'est la nature de la francophonie institutionnelle que de les susciter, à force de brasser des idées creuses et proclamations convenues. En fait, leurs discours hors sol, tout comme leurs attaques contre le franc CFA, ne sont que l'expression d'un besoin désespéré de quelques survivants du tiers-mondisme germano-pratin de continuer à exister et de se donner l'illusion de peser sur la marche du monde en faisant offrir colonnes et tribunes à leurs ex-étudiants africains devenus leurs disciples et continuateurs. En plus de ces ennemis, qu'elle ne sait pas faire taire, la francophonie souffre de la présence des cornifleurs, pays n'ayant qu'une inclinaison réduite pour la langue française, mais soucieux d'occuper un strapontin dans cette ONU du pauvre qu'elle est progressivement devenue. Les administrateurs de l'OIF et de l'AUF sont des gens qui ont progressé essentiellement par obéissance et encore plus par conformisme dans un système qui sanctionne le zèle, l'initiative et l'innovation. En général, ils ne comprennent pas ce que veut dire défendre la langue française. Il y a une absence totale de conviction en ce qui concerne cette facette de leur fonction qui devrait pourtant être primordiale dans leur mission. Pour en revenir à l'Afrique, pour la plupart des francophones des pays du Nord, c'est-à-dire les Québécois, les Belges, les Suisses et les Français, c'est le continent des laissés-pour-compte, de la misère et de la pauvreté. Le continent que des jeunes désespérés fuient en masse au péril de leur vie. Le continent nouveau foyer du terrorisme. Le continent frappé de catastrophes et de guerres. Le continent de l'assistance internationale et de l'aide humanitaire. Cette Afrique existe, mais elle masque une autre Afrique,
plus nombreuse, plus puissante, l'Afrique qui construit l'avenir et qui est déjà une réalité pour des centaines de millions d'Africains qui y vivent et y travaillent. Pragmatiques, les Québécois sont finalement les seuls à avoir réellement su profiter de leur fort investissement francophone. Et il n'est pas impossible que ce soit leurs insolents succès qui ont récemment provoqué une réaction, qu'on espère salutaire, du patronat français qui se pose la question « et si nous tirions avantage, nous aussi, du fait francophone ?» qui réunit 536 millions de locutaires et compte pour 16% du PIB mondial. C'est ainsi que le MEDEF, ou Mouvement des entreprises de France, c'est-à-dire le patronat français, a réuni en 2022, à l'hippodrome de Longchamp, près de Paris, un vaste aréopage de personnalités de nombreux pays, tant politiques que représentant le monde des affaires, autour du projet de donner réellement consistance à la dimension économique de la francophonie. C'est la première fois qu'un événement de cette ampleur fut organisé sur ce thème. C'est la première fois que les organisations patronales francophones co-signèrent une déclaration qui pose explicitement les termes d'une ambition commune. Certes, des colloques internationaux, il s'en tient des centaines chaque année, on les oublie vite, et celui-ci eut lieu au mois d'août, qui plus est dans un contexte où l'opinion, comme les gouvernements, n'était préoccupée que par la situation sanitaire. Il ne faut donc pas exagérer l'importance d'une brochette de signatures prestigieuses au bas d'un texte de portée générale. Il faut attendre d'en voir les premiers effets. Cependant, pour qui a pu suivre sur une longue période l'évolution du monde des affaires par rapport à la question francophone, le retournement est total. C'est une époque nouvelle qui est peut-être en train de s'ouvrir. Lors de la naissance de la francophonie en 1970, le président du CNPF, Conseil national du patronat français, devenu par la suite MEDEF, était Paul Huvelin. 2 ans plus tard, lui succédait François Sérac, un réactionnaire de la vieille école, dont il portait toutes les qualités aujourd'hui regrettés et tous les défauts abondamment caricaturés. Les entreprises françaises présentes en Afrique ne se sentaient pas trop menacées et les questions linguistiques ne se posaient pas encore de manière aiguë. C'est en 1986 que l'arrivée de François Périgot marqua le tournant de la mondialisation. Venant d'Unilever, le nouveau président des patrons entendait internationaliser les entreprises françaises à marche forcée et bien entendu, il préférait s'exprimer en anglais. Tout ce qui touchait à la francophonie lui semblait ringard, passéiste, inefficace. Avec ce parti pris, le fait que la francophonie ne voulait pas s'intéresser à l'économie ne pouvait que lui donner raison. Je ne vois pas, proclamait-il, pourquoi nous parlerions anglais moins bien que les autres. Il n'y avait pas là forcément mauvaise intention. Pour être le plus compétitif, autant ne pas partir avec un handicap. Sans doute croyait-il sincèrement que le monde entier parlait anglais, ou allait très bientôt le faire, et que s'accrocher aux Français était aussi stupide que de rouler en diligence ou de s'éclairer à la lampe à pétrole. Il s'est lourdement trompé, mais il a donné au CNPF, devenu plus tard MEDEF, un état d'esprit, une impulsion qui auront été la norme durant 35 ans. C'est peut-être ce qui est en train de changer sous nos yeux. Les Américains s'imaginaient aussi que tous les Afghans et tous les Irakiens parlaient anglais quand ils ont débarqué dans leur pays, alors qu'ils étaient complètement tributaires des interprètes locaux qui leur racontaient souvent ce qu'ils voulaient entendre, avec les inconvénients évidents que cela entraîne. Dans les résolutions adoptées à Longchamp, il y a dans la succession des arguments, dans les intonations des orateurs, des éléments qui auraient été impensables il y a encore quelques années. En 2004 fut entreprise la recherche de mécènes privés pour la restauration du château de Villers-Cotterêts, près de Paris, dans le but d'en faire à terme une cité de la langue française.
En effet, c'est dans ce château que fut signée la fameuse ordonnance faisant du français la langue officielle du royaume de France par François Ier en 1593. Les bénévoles à la recherche de mécènes durent rapidement interrompre leur démarche, n'ayant aucun goût à passer durablement pour des imbéciles. Partout, et même à la Caisse des dépôts, ils se heurtèrent aux deux mêmes évidences. D'une part, les entreprises ne financent que ce qui est bon pour leur image, c'est-à-dire l'ouverture, l'inclusion, tout le contraire de la francophonie qui n'évoque à leurs yeux qu'un repli rabougri et dépassé, et d'autre part, le projet ne pouvait relever que d'un financement public, donc politique, soit de la culture, soit de la coopération, car, bien entendu, Afrique égale aide, et rien d'autre dans la tête des principaux responsables. En mars 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines, la Cité de la francophonie devrait être finalement inaugurée dans le château de Villers-Cotterêts, refait à neuf. Et aujourd'hui, on peut entendre le MEDEF reprendre les propos qui étaient tenus par les bénévoles chargés de solliciter le mécénat il y a 17 ans. Il faut soutenir l'initiative du MEDEF. Il faut que l'économie redevienne l'épine dorsale et cesse d'être le parent pauvre de la francophonie. Au-delà du politique et du culturel, il faut qu'elle prenne toute sa place. Ce n'est pas là à faire du Georges Dumézil à la petite semaine, ni tracer un parallèle trop réducteur avec l'emprise de plus en plus grande de l'Union européenne dans les décisions politiques. Non, s'il est de bon ton de critiquer le tout économique, de souligner le caractère indispensable du spirituel, de fustiger le non-sens d'une société où chacun perd sa vie à essayer de la gagner, de vitupérer contre l'accumulation des biens comme seul but dans l'existence, de crier haro sur le veau d'or, il faut aussi reconnaître qu'ignorer l'économie, ou pire, l'éviter, c'est aboutir à coup sûr à un résultat également détestable, non seulement par la misère, mais aussi parce qu'aucune spiritualité n'y sera possible. Alors, il faut rééquilibrer la francophonie. Assez d'intellectualisme, nous en avons une indigestion. Il faut passer aux affaires sérieuses, c'est-à-dire simplement aux affaires. Et au sein de ce vaste ensemble que sont les affaires entre francophones, une place spéciale doit être réservée à l'économie sociale, instrument privilégié d'un développement harmonieux et solidaire, et qu'on ne se plaigne pas de la place que les Chinois ont prise en Afrique, et qui ne fait que souligner l'incompétence des instances de la francophonie institutionnelle vis-à-vis d'un monde africain qui aspire de manière bien légitime au développement économique et social en première priorité. Il est bon de mentionner aussi un article du CERMF, c'est-à-dire du Centre d'études sur le monde francophone, Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, sur l'activité économique de l'Afrique subsaharienne francophone qui dépasse de loin celle des pays d'Afrique anglophones, alors que l'anglais demeure, dans la tête des imbéciles, un facteur indispensable dans l'activité économique et financière. Les diagrammes et statistiques que je montrerai à la fin de cette vidéo le prouveront de manière éclatante. J'ai mentionné l'Algérie d'une part et le franc CFA d'autre part, qui mérite un certain développement. L'Algérie a une relation extrêmement ambiguë avec les pays francophones, et plus particulièrement avec la France qu'elle accuse de tous ses problèmes alors que le pays est indépendant depuis 61 ans. L'Algérie dépend presque à 100% de sa rente pétrolière, qui dépend bien sûr des cours du brut. Sa population est peu industrieuse et sous-qualifiée, dans la mesure où son intelligentsia a massivement émigré. L'Algérie est un pays multilingue que les autorités annoncent être un pays arabe et dont les citoyens sont considérés à tort comme des Arabes par l'ensemble des nations européennes, alors qu'ils ne sont pas arabes mais maghrébins. En effet, l'arabe dialectal qui est parlé en Algérie est la darija, une sorte de créole partiellement francisé. Il n'existe pas d'intercompréhension mutuelle entre un locuteur d'arabe authentique et un Algérien qui n'a pas étudié la langue arabe classique. Même chose avec la darija marocaine.
Charles Helou, ancien président de la République libanaise, raconte dans ses mémoires sa rencontre avec Ouari Boumedienne, qui fut le deuxième chef de l'État algérien après l'indépendance, et l'obligation d'avoir recours aux Français pour communiquer entre eux. Il y a intercompréhension mutuelle entre les Saoudiens, les Syriens, les Jordaniens, les Libanais, les Égyptiens et les Irakiens, bien sûr, mais cette intercompréhension diminue au fur et à mesure que l'on se déplace d'est en ouest le long de la côte sud de la Méditerranée. Or, dans les années 70, le gouvernement algérien lança dans les écoles son programme d'arabisation en faisant venir enseigner dans les écoles du pays des professeurs des pays authentiquement arabes, principalement des Égyptiens. Le résultat fut un désastre car l'arabe classique n'est simplement pas la langue des écoliers algériens. Cette énorme erreur est à l'origine d'un retard sensible dans la formation des jeunes Algériens. On voit ici un article de l'écrivain Kamel Daoud qui explique que les langues de nombreux pays dits arabes ne sont pas de l'arabe. Comme je l'avais évoqué dans des vidéos précédentes, les islamistes, poussés en sous-main par les anglo-saxons, qui sont à l'origine ou de mèche avec les mouvements islamistes les plus radicaux et les plus intégristes, demandent aussi l'éradication du français. On voit ici sur cette image l'Américain John McCain qui rencontre les responsables d'organisations islamistes terroristes au Moyen-Orient, ce qui prouve bien l'implication de l'État profond américain avec Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, etc. Bien sûr, en Algérie, ils demandent le remplacement de la langue française par l'anglais, à tous les niveaux des enseignements secondaires et supérieurs. Beaucoup de publicité est faite autour de cette lubie promue de façon officielle. La coopération française demandée par le gouvernement algérien juste après l'indépendance et jusqu'à la tentative malheureuse d'arabisation a fourni des cadres à l'Algérie pendant 50 ans. Ces derniers ont transmis l'usage du français comme langue de travail. Usage encore renforcé par les familles à cheval sur les pays francophones et l'Algérie, par les nombreux Algériens ayant effectué leurs études supérieures dans ces mêmes pays francophones, ou par le cas particulier des Kabyles qui ont le français comme deuxième langue, comme peut le constater tout voyageur. Finalement, le français est devenu une langue de l'Algérie et non une langue étrangère, contrairement à ce que le pouvoir ou les religieux ne cessent de répéter. Citons parmi 1000 autres cette tribune de Kaoula Taleb Ibrahimi. Elle est professeure en sciences du langage à l'université d'Alger 2 et a publié son papier dans le journal La Liberté le 1er juin 2020. Je cite « Nous avons besoin d'une politique des langues dans tous les paliers de notre système éducatif, de l'école primaire à l'université, hardie, raisonnée et rationnelle. Et cela doit se faire sans chauvinisme, sans dogmatisme, sans populisme ni démagogie et sans donner à une langue une position hégémonique au détriment d'une autre. Malgré le profond mouvement populaire en faveur de la démocratie, le pouvoir continue ses pratiques autoritaires sur le mode de l'injonction et du mépris des réalités objectives du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, je précise que ces réalités objectives sont l'usage de la darija, des langues berbères et du français. La darija, qui signifie littéralement « ce que je parle », est bien naturellement en phase d'extension dans les médias et la presse de grande diffusion. La fixation obsessionnelle que certains dirigeants maghrébins font sur l'arabe classique, langue qui fut éminemment coloniale elle aussi, n'est pas sans rappeler la hiérarchisation subjective des langues et des dialectes suisses-allemands considérés comme vulgaires par les autorités des cantons alémaniques, qui ont toujours le souci de communiquer toutes les informations officielles en haut allemand ou bon allemand, comme ils disent. Rajoutons que pour les Maghrébins, la connaissance du français par une grande partie des Algériens permettrait une installation simple et rapide d'entreprises françaises, belges, suisses, canadiennes, comme au Maroc. Ce dernier pays en a largement bénéficié et en a tiré un double bénéfice, puisque les entreprises marocaines se développent maintenant en Afrique subsaharienne francophone. Le premier changement de langue, l'arabisation, a été une catastrophe. Le passage à l'anglais en serait une autre, en partie pour les mêmes raisons.
une langue non maternelle et encore plus ignorée par la population, par le corps enseignant, et pas de débouchés, sauf pour certains métiers restreints comme la recherche scientifique de haut niveau. Mais ce dernier point ne concerne que quelques centaines ou quelques milliers de spécialistes. Il n'est pas nécessaire de bouleverser l'Algérie pour cela. Et puis, n'oubliez pas que de l'aveu même de The Economist, le journal de l'élite anglophone mondiale, des cadres internationaux parlant le français ou l'espagnol, en plus de l'anglais, éliminent la concurrence des purs anglophones ou des anglo-arabophones, sauf dans quelques pays du Moyen-Orient. Rappelons que les chercheurs français, comme ceux des autres pays, travaillent en français et publient en anglais, langue qu'ils ont appris comme les autres matières de leur formation. Et puis, comment exiger de passer un doctorat en anglais quand tout ce qui précède est ou devrait être en arabe classique d'après la doxa des dirigeants? Yves Montenet précise qu'on travaille beaucoup mieux dans sa langue maternelle ou dans la langue dans laquelle on a été formé, et la traduction est un exercice excellent pour préciser les idées. Beaucoup de textes conçus en anglais sont moins précis que leurs équivalents en français, d'une part parce qu'il y a davantage de polysémie en anglais qu'en français, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas subi l'épreuve de la traduction. L'emprise de la presse de langue française en Algérie et au Maroc est énorme. L'Algérie compte 62 journaux de langue française, 14 chaînes de radio et télévision et d'innombrables sites internet en français. Je présenterai les chiffres et statistiques à la fin de cette vidéo. Au Maroc, la même propagande insidieuse contre le français est à l'œuvre, mais il ne s'agit là nullement de l'influence des islamistes, mais surtout du British Council. Le français est censé être une langue coloniale à éradiquer, comme si l'espagnol n'était pas une langue coloniale en Amérique latine. Bien entendu, dans la propagande anglo-saxonne, l'anglais n'est jamais mentionné comme une langue coloniale. Le Nigeria n'a jamais été une colonie anglaise, les Indes non plus, et les 13 colonies américaines d'origine n'ont jamais été des colonies, bien évidemment. Les anglo-saxons n'ont jamais eu de colonie, c'est bien connu. Le British Council prend vraiment les Marocains pour des imbéciles, mais aussi le reste de la planète. En tant que langue coloniale, la langue française empêcherait le décollage économique du pays, alors que le Maroc n'a aucune leçon à recevoir en matière de dynamisme et de développement économique et social, et qu'il n'a même, au contraire, que des leçons à donner en la matière aux pays arabes ou africains anglophones. Le Maroc se distingue par la présence de non moins de 56 entreprises parmi les 500 plus grandes entreprises africaines en 2021, contre 50 pour l'Égypte, qui est pourtant 3 fois plus peuplée. A l'inverse, le cas du Rwanda, un modèle de propagande anglophone pour un pays qui ne décolle guère et qui est aussi une honte pour l'Afrique. En effet, ce soi-disant Singapour africain se classe à la 38e place en termes de PIB par habitant de l'Afrique, se situant nettement en dessous de la moyenne africaine subsaharienne en matière d'accès à l'électricité. Le Rwanda est l'un des rares pays à piller régulièrement les ressources de son voisin, la République démocratique du Congo, le cobalt et principalement le tantal, extrait du coltan, dont le Rwanda est totalement dépourvu. Et cette situation perdure du fait de la féroce protection diplomatique américaine et britannique dont bénéficie le Rwanda. Boutros Ghali avait déclaré à propos du génocide des Hutus, qui a conduit à la situation que l'on connaît aujourd'hui, que la responsabilité ultime de ce génocide reposait sur les États-Unis et son allié anglais. Mais j'espère qu'à ce stade de mes vidéos, ceux qui les suivent sont déjà largement accoutumés aux coups tordus des anglo-saxons et de leur volonté d'éradiquer toute présence de la langue française partout où on la trouve et où on l'a trouvée, comme ce fut le cas autrefois en Asie du Sud-Est. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la langue française n'est pas la seule qui soit dans le collimateur des anglo-saxons, tant s'en faut.
Nous sommes en bonne compagnie de ce point de vue. Ceux qui sont intéressés pourront avoir davantage d'informations en consultant le site suivant qui s'affiche à l'écran. Quant au franc CFA ou franc de la communauté financière africaine, la Banque de France lui garantit une parité fixe avec l'euro, ce qui assure aux pays africains francophones qui l'utilisent la stabilité de leur monnaie qui est ainsi convertible, contrairement à beaucoup d'autres monnaies du continent qui ne le sont pas. Toutefois, les détracteurs de ce système voient en lui un signe de néocolonialisme français par les divers mécanismes qui ont dû être mis en place pour assurer cette parité fixe avec l'euro et garantir donc la convertibilité du franc CFA. Je n'irai pas dans les détails, mais il est intéressant de comparer l'évolution des principales monnaies africaines pour déterminer si ce système prétendument colonial est à l'avantage ou au désavantage de ceux des Africains qui l'utilisent. Le Nigeria, par exemple, a vu la valeur de sa monnaie, le Naira, divisée par 700 depuis sa création en 1973, soit une dévaluation de 99,86% sur les 50 dernières années. Sur la même période, le dirham marocain a été divisé par un peu plus de 2 par rapport au dollar, celui du dinar tunisien par 7 et celui du rand sud-africain par 22, tandis que le franc CFA a été divisé par presque 2,5 sur les 50 dernières années. On voit que sur la décennie 2013-2022, les dévaluations monétaires correspondantes à de nombreux pays non francophones ont dépassé largement 50%, et 3 monnaies, à savoir la livre soudanaise, le dollar zimbabwéen et la livre sud-soudanaise, se sont presque totalement effondrées. Le franc congolais de la RDC, en 10 ans seulement, a perdu 55% de sa valeur. On voit donc que les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui utilisent le franc CFA, sont donc largement en avance en matière de discipline budgétaire et de bonne gouvernance sur les autres pays de la région. Ils forment la zone la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest et la plus vaste zone de forte croissance du continent. Là encore, les faits réfutent totalement la croyance, ou plutôt la propagande, qui prétend que l'Afrique francophone est à la peine, alors qu'elle fait grosso modo partie du groupe de tête des économies africaines. On peut donc largement exonérer la francophonie du marasme économique dans lequel sont plongées de nombreuses économies africaines, dont les principaux pays anglophones africains font partie bien sûr. On a remarqué que les chiffres que j'ai présentés sont par rapport au dollar américain, dont le pouvoir d'achat s'est quant à lui effondré de 97% depuis la création de la Réserve fédérale en 1913 et qu'il a entraîné l'inflation de beaucoup d'autres monnaies du fait de sa diffusion internationale, surtout depuis les accords de Bretton Woods. J'en viens maintenant à la présentation des chiffres. Pour l'Algérie, je me suis servi d'une thèse publiée par l'Université de Louisville aux États-Unis et qui s'intitule « Prévalence de la langue française dans les nouvelles en ligne d'Algérie, un vestige du passé colonial ». J'ai tiré de cette thèse des diagrammes et les graphiques suivants. La figure numéro 1 montre que 35% de la société algérienne déclare connaître et utiliser le français régulièrement. La figure 2 montre la distribution des sites internet consultés suivant la langue par la population algérienne, qui monte ici à près de 60%. Ce chiffre monte vertigineusement à 97% lorsqu'il s'agit de consultations liées aux affaires et à l'activité professionnelle, comme on peut le voir à la figure 10. On peut maintenant voir sur la table 7 les consultations journalières en arabe et en français, faites sur les sites en arabe et en français d'origine non algérienne. La figure 11 montre le pourcentage de consultations en français par rapport aux consultations en arabe, tous sujets confondus. Dans le tableau suivant, on voit quelques titres de la presse algérienne en français, et la même chose pour le Maroc, ainsi que pour les magazines marocains en langue française. Le graphique suivant montre l'évolution du nombre d'organisations de diffusion d'informations en Algérie depuis l'indépendance et qui n'ont fait qu'augmenter depuis cette époque plutôt que l'inverse. On peut donc clairement affirmer que le français est bien une des langues algériennes
puisque son usage est intrinsèquement mêlé à la vie quotidienne des Algériens et non une langue étrangère qui ne va jamais au cœur de leur activité. Il y a donc tout lieu de penser que la langue française est parfaitement enracinée en Algérie et que les fanatiques de l'arabe classique auront de sérieuses difficultés à l'éradiquer. Je vais maintenant présenter les graphiques liés à l'économie africaine que je tire des documents publiés par le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Le graphique suivant montre les différences de croissance économique entre l'Afrique subsaharienne francophone et les pays d'Afrique subsaharienne non francophone. On a une variante de ces données sur le diagramme suivant. Ici, le graphique montre l'évolution comparée de la croissance des 4 premières économies francophones d'Afrique subsaharienne. On compare maintenant les chiffres de la croissance des 4 premières économies d'Afrique subsaharienne francophone avec celles du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et du Kenya. La figure suivante compare les chiffres de la croissance économique pour les mêmes pays avec ceux de la croissance démographique et on peut voir que la situation est défavorable pour le Nigeria et l'Afrique du Sud puisque la croissance démographique annule en partie les effets de la croissance économique. Ici, on a le PIB par habitant pour 5 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et aussi pour 5 pays non francophones de l'Afrique de l'Est. La figure suivante montre la part comparée des activités exportatrices non liées à l'extraction minière ou pétrolière et qui donne donc une idée de la taille relative des secteurs de transformation à forte valeur ajoutée. Là, on a l'évolution des soldes commerciaux du Gabon et du Botswana, en sachant que le Botswana est un producteur important de diamants, de cuivre, de nickel, de charbon et de pétrole. On a ensuite une comparaison de l'évolution des PIB par habitant entre le Sénégal et le Rwanda, qui représente la moitié de celui du Sénégal. Bonjour les progrès économiques grâce à l'anglais imposé par le gouvernement rwandais à la population de ce pays. Enfin, pour ces deux mêmes pays et l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, on établit des comparaisons sur 4 facteurs: dépendance à l'aide extérieure, mortalité infantile, accès à l'électricité et utilisation d'Internet. Excusez-moi pour avoir été un peu long, mais je pense qu'il est important de balayer une fois pour toutes la propagande par la réalité des chiffres. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues de travail. Devenez membre d'Impératif Français. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.